Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre. C'est l'heure du journal du soir dont voici les principales articulations. Plus de 300 000 manifestants ont battu le pavé new-yorkais ce matin à la veille de la réunion sur le climat organisée par Ban Ki-moon en marge de l'Assemblée générale des Nations unies. Ils espéraient 150 000 participants. Ils en ont compté le double. La marche pour le climat au cœur de Manhattan a dépassé tous les espoirs des organisateurs. Le point dans un instant avec Dina Koussou. Les élèves nigérians ont repris le chemin de l'école ce lundi après de grandes vacances prolongées pour cause d'Ebola. Mais le syndicat majoritaire de professeurs continue à s'inquiéter des risques de propagation du virus dans les établissements scolaires. Nous le verrons dans un instant avec Marina Mendeman. Et puis, entre culture et agriculture, les vignes sud-africaines désormais bercées par les musiques symphoniques de Vivaldi, les propriétaires du domaine de Morgenson en ont fait l'expérience. L'objectif est d'améliorer la qualité du vin. Voilà pour la vitrine, les détails dans un instant. Bienvenue. D'abord, la République centrafricaine, célébration ce dimanche de la Journée internationale de la paix à Bangui sur le thème de la réconciliation, un moment de communion où les Centrafricains ont pu caresser ensemble l'espoir d'un pays paisible après plusieurs mois de désordre civil et de déchirement. Le compte-rendu de Larissa Faltraouri. Après plusieurs mois de désordre civil et de déchirement à Bangui, le gouvernement centrafricain a célébré ce 21 septembre 2014 la Journée internationale de la paix. L'occasion pour tous les belligérants de la crise d'enterrer la hache de guerre. L'occasion surtout de mobiliser les Centrafricains et d'inviter à la restauration de la cohésion sociale prônée par le gouvernement. C'est une réaction de satisfaction. Voir aujourd'hui les Centrafricains se mobiliser pour la paix, pour la cohésion sociale, c'est des choses à soutenir et à apprécier. Des efforts consentis pour amener la paix dans ce pays ont été vantés. Des banderoles, des danseurs traditionnels, un mémorandum et bien d'autres éléments ont pu témoigner de l'implication de tous, mais surtout de la volonté affichée par les autorités et le peuple centrafricain à se retrouver. Et nous avons besoin de l'implication de tous les Centrafricains pour qu'il y ait cohésion sociale. Ce n'est pas une affaire du gouvernement seul, mais c'est une affaire de tous les Centrafricains qui sont épris de paix, qui veulent que la paix et la cohésion reviennent dans notre pays. La situation reste assez critique à Bangui et dans le reste du pays. La Séléka, les Anti-Balaka et le gouvernement n'ont toujours pas trouvé un accord susceptible de ramener la paix. En Côte d'Ivoire, cette cérémonie d'investiture samedi au siège du Front populaire ivoirien à Cocody. Pascal Affi-N'Guessan, le président de cette formation politique, installait la vice-présidente Marthe Ago dans ses nouvelles fonctions de coordonnatrice du mouvement pour la libération de Laurent Gbagbo en présence de plusieurs membres influents du parti. Les détails avec Mathias Zakam, notre correspondant à Abidjan. Le Front populaire ivoirien, l'ex-parti au pouvoir en Côte d'Ivoire, a investi ce samedi 20 septembre à son QG à Cocody sa vice-présidente Ago Marthe, chargée de la libération du président Gbagbo, en présence de plusieurs personnalités de son parti et de son fils Michel Gbagbo. La coordination dont j'ai la charge se veut un creuset de rassemblement de dignes fils et filles de Côte d'Ivoire et d'Afrique, de tous les citoyens du monde, épris de justice et d'amour, et qui, de ce fait, aspirent à une paix bâtie sur le respect du droit et la dignité de l'être humain, quelle que soit sa couleur, ses origines. Ce secrétariat chargé de la libération de Gbagbo va créer un élan de solidarité et de soutien autour de l'homme de conviction pour qu'il retrouve la liberté. Son rôle sera de mener des activités légales pour sa libération et sera ouvert à toute personne, physique ou morale, sans distinction de nationalité et susceptible d'apporter des solutions. C'est ce rôle qu'a confié le président Affi-N'Guessan à sa vice-présidente Ago Marthe tout en lui remettant une lettre de mission. Le combat s'impose naturellement au Front populaire ivoirien, le parti créé par Laurent Gbagbo. Oui, pour nous, et comme je l'ai indiqué en septembre 2013, la lutte pour la libération de Laurent Gbagbo est un impératif catégorique et un devoir politique. C'est pourquoi elle a besoin d'être organisée, structurée, rationalisée
Il faut souligner que le Front populaire ivoirien, hier divisé par l'orientation des idées, s'est retrouvé soudé aujourd'hui autour de la question Gbagbo. Vivement que cette attente règne dans ce parti pour les futures batailles. Entre éducation et santé, les élèves nigérians ont fait leur rentrée des classes ce matin malgré la présence du virus Ebola qui sévit dans le pays. Initialement repoussé pour début octobre prochain, le gouvernement a finalement statué sur la reprise des cours dans tous les établissements primaires et secondaires, privés ou publics, pour ce lundi 22 septembre. Marina Mendeman nous fait le compte-rendu. Fixé au départ pour le 13 octobre prochain par le ministre de l'Éducation nationale, à cause de la menace du virus Ebola qui sévit depuis quelques semaines, la rentrée des classes est faite finalement lundi au Nigeria. Sur les 20 cas enregistrés à ce jour, 8 personnes ont succombé. Après 10 jours d'observation, aucun nouveau cas n'a été détecté. Le Nigeria pense donc avoir fait d'énormes progrès dans la lutte contre cette épidémie hémorragique. Le gouvernement a donc estimé que la reprise des cours pouvait avoir lieu. Pourtant, le syndicat nigérian des enseignants a appelé en début de semaine dernière au boycott de la réouverture des écoles au motif que les enseignants ne seraient pas suffisamment préparés à faire face à Ebola. Une grève inutile selon le président Goodluck Jonathan. Les risques de contamination ne sont pas totalement écartés avec le retour de vacances de plusieurs millions d'élèves. Bien que le Nigeria n'ait enregistré que 20 cas, la surveillance épidémiologique reste en place. Les autorités maliennes ont fait appel à l'expertise du Bureau d'enquête et d'analyse, une structure européenne spécialisée en investigation dans les catastrophes aériennes, pour comprendre les raisons qui ont causé la chute du vol AH-5017 d'Air Algérie le 24 juillet dernier. Pour l'instant, l'écheveau est encore loin d'être démêlé, si on en croit le fin mot de la conférence de presse tenue par l'un des responsables du BEA, Uriel Abaga. 2 mois après le crash d'un avion de la compagnie Air Algérie dans le nord du Mali, le bureau d'enquête et d'analyse a déclaré qu'à ce jour, aucune piste n'est privilégiée. Bernard Boudaï, un des responsables de ce bureau, a rencontré les familles des victimes et la presse à Bamako, en présence du ministre malien de la Justice et de l'ambassadeur de France au Mali, devant lesquels il a expliqué le cheminement utilisé par son agence pour découvrir les raisons éventuelles du drame. Nous avons besoin aujourd'hui, sans parler de pistes privilégiées, de connaître les performances de l'avion aux différentes altitudes, aux différentes masses, aux différentes températures. Le vol AH-5017 de la compagnie Air Algérie devait rallier les villes de Ouagadougou et d'Alger le 24 juillet dernier. Il s'est écrasé une demi-heure après le décollage, causant la mort de 116 personnes. L'enregistreur des données du vol indique que le MD-83 a brutalement chuté après le ralentissement de ses moteurs. 3 enquêtes ont cependant été ouvertes au Mali, évidemment, au Burkina Faso et en France. Pour l'instant, les proches des victimes sont toujours en attente des résultats des investigations menées par les 3 pays. Le fronton du siège du ministère égyptien des Affaires étrangères a fait l'objet hier d'une explosion qui a provoqué la mort de 2 policiers. Les premiers éléments d'enquête semblent mener vers la piste terroriste, les membres de la police égyptienne étant régulièrement la cible de groupes djihadistes. Aziz Maïga. 2 officiers de police tués et plusieurs personnes blessées, tel est le bilan de cet attentat perpétré dimanche matin dans le centre du Caire. Cet attentat non revendiqué est aussi meurtrier que celui du 30 juin où 2 policiers avaient péri en tentant de désamorcer des bombes posées près du palais présidentiel. Très souvent derrière ces attaques, le groupe djihadiste Ansar Beit al-Maqdis. Basé dans le Sinaï, il prétend venger les frères musulmans tués par les forces de sécurité ou condamnés à mort lors de procès expéditifs. Cet acte terroriste vient une fois de plus compromettre la situation sécuritaire dans ce pays dirigé par Abdel Fattah al-Sisi, l'ex-chef de l'armée qui avait destitué Mohamed Morsi. Depuis le coup d'État militaire de juin 2013, des groupes djihadistes revendiquent régulièrement des attentats qui ont fait, selon le gouvernement, des centaines de morts dans le rang de la police et des militaires. La cible privilégiée, les policiers en faction devant des édifices publics ou à des postes de contrôle. Cap à présent sur le continent américain, au moins 8 Guatémaltèques indigènes ont été tués par arme à feu lors de violences dans un village à l'ouest de la capitale du pays. Les habitants de la localité s'affrontent selon les activistes de la région autour d'un projet de construction d'autoroute et d'une cimenterie. Les auteurs des faits seraient arrivés cagoulés sur les lieux. Les explications de Samperonba.
8 personnes de la communauté indigène guatémaltèque ont été assassinées samedi dernier à San Juan, Zacatepéquez, à 31 km de la ville de Guatemala, dans l'ouest du pays. Il s'agit des membres d'une communauté qui refuse de céder ses terres pour la construction d'une autoroute et d'une cimenterie de l'entreprise Cementos Progreso qui ambitionne de lancer ses activités en 2017. Selon le chef de cette communauté indigène, des hommes cagoulés et d'autres à visage découvert, notamment des employés de l'entreprise qui tentent de récupérer les terres, ont volontairement tiré sur les victimes. Ils ont par ailleurs incendié 5 véhicules et plusieurs maisons. 600 policiers ont été mobilisés par le ministère de l'Intérieur pour sécuriser le secteur, mais la tension n'est pas retombée pour autant. La résistance des peuples autochtones de San Juan a débuté dans les années 80 et s'est accentuée en 2013 avec l'installation à San Gabriel d'une usine de 720 millions de dollars. Les projets annexes nécessitent le déguerpissement des populations. Si certaines l'ont accepté, d'autres continuent de manifester leur désaccord avec l'industriel Cementos Progreso. Les résidents accusent surtout le cimentier de polluer les sources d'eau souterraines et de détruire l'environnement dont ils sont dépendants. À noter que la résistance des indigènes en Amérique latine dure depuis plusieurs centaines d'années. C'est la protection de la forêt, leur habitat primaire qui leur importe, une forme de protection de la nature et de l'environnement. Même son de cloche ce matin à New York, où à l'instar de centaines de milliers de personnes dans le monde, on a manifesté pour réclamer une action urgente contre le changement climatique 2 jours avant un sommet de l'ONU qui a été convoqués par Ban Ki-moon. Ils étaient donc plus de 300 000 manifestants à Manhattan, au lieu de 150 000 personnes attendues par les organisateurs à avoir réclamé plus d'intérêt à la résolution immédiate de ce problème. Tina Kousso. En attendant le traditionnel sommet des Nations Unies qui sera consacré au climat, de nombreuses marches sont organisées dans le monde. Objectif, pousser les responsables politiques à agir de manière ambitieuse contre le changement climatique et s'engager avant la conférence internationale de Paris fin 2015. La dernière en date a eu lieu à New York aux États-Unis. Parmi les nombreux manifestants, il fallait compter le secrétaire général de l'ONU Ban Ki-moon, l'ancien vice-président américain Al Gore, le maire de New York Bill de Blasio, le ministre français des Affaires étrangères Laurent Fabius et la ministre française de l'écologie Ségolène Royal. C'est important parce que ce qui est formidable, c'est de voir la mise en mouvement des citoyens, alors qu'avant les autres sommets climat, c'était entre les dirigeants. Et ça, là, s'il y a une poussée des opinions, parce que c'est chaque citoyen qui peut aussi protéger la planète, consommer moins d'énergie, produire moins de déchets, et moins exploiter les ressources naturelles, etc. C'est l'affaire de tous, l'avenir de la planète. Laurent Fabius, qui s'est réjoui de la mobilisation à cette manifestation, a indiqué qu'il s'agit là d'une démonstration de l'intérêt que les citoyens du monde portent au combat de la protection de l'environnement. La différence, j'espère, c'est de montrer qu'il y a de plus en plus de monde qui prend conscience de la gravité du dérèglement climatique et qu'il faut agir. Ça, c'est le premier message. Et pour nous, Français, qui sommes à l'avant-garde de tout ça, qui allons abriter l'année prochaine et présider la conférence sur le climat, c'est évidemment un appui considérable. Plusieurs centaines de ces manifestants sont arrivés de l'Inde, du Zimbabwe, du Sénégal ou encore des îles Marshall menacées d'être englouties par l'océan Pacifique. Ils espèrent au moins influencer les positions des 120 chefs d'État et de gouvernement. D'autres marches de ce genre ont été organisées à travers le monde, comme à Paris, où les participants ont demandé aux chefs d'État d'agir. La France, à présent, les candidats à la présidence de l'UMP, Nicolas Sarkozy et Alain Juppé, se sont exprimés ce week-end au sujet de l'élection présidentielle de 2017. Le moins que l'on puisse dire, c'est que les hostilités sont lancées et les 2 hommes d'État sont déterminés à aller jusqu'au bout. Uriel Maïga. Alain Juppé, candidat à la présidence de l'UMP, a estimé ce dimanche que le match pour la présidentielle de 2017 est totalement lancé, avec le retour sur la scène politique de Nicolas Sarkozy. Le maire de Bordeaux compte aller jusqu'au bout de sa candidature aux primaires de son parti l'année prochaine. Il s'est exprimé après le passage sur le plateau de France 2 de l'ancien président de la République, son principal adversaire dans la course pour prendre la tête du parti.
Nicolas Sarkozy a toutefois pris la peine d'encenser son ancien ministre des Affaires étrangères, qui de son côté entrevoit une bonne élection. J'étais sensible aux paroles aimables qu'il a eues à mon égard. J'ai fait de même d'ailleurs hier à Angoulême, donc voilà, je pense que cette élection va bien se passer. Il y a 2 mois devant nous pour l'organiser dans les meilleures conditions. Et je souhaite bonne chance à tous les candidats. Le retour de Nicolas Sarkozy a relancé la course à la tête de l'UMP. Dans son adresse aux militants de ce parti, il a indiqué qu'il n'avait pas d'autre choix que de revenir sur la scène. Alain Juppé, qui aura 71 ans en 2017, s'est lui engagé à ne faire qu'un seul mandat s'il est élu à la présidence de la République dans 2 ans. L'ancien Premier ministre, soutenu par François Bayrou, leader du mouvement démocrate, a souligné que son adversaire est le pouvoir socialiste, mais que François Hollande n'a pas tout faux. Pour preuve, Juppé est favorable à la lutte contre le terrorisme dans laquelle s'est engagé le chef de l'État. Vous avez sans doute reconnu le timbre vocal d'Uriel Abaga. Restons en France et en plus bref, la direction d'Air France a suspendu jusqu'en décembre le projet de développement en Europe de sa filiale à Bakou Transavia, au cœur de la grève des pilotes qui cloue au sol depuis une semaine la majorité des vols de la compagnie. L'information a été relayée ce matin par plusieurs syndicats de transport aérien en France. L'annonce a été faite par Alexandre de Juniac, le PDG d'Air France KLM, qui a promis un schéma global de sortie de crise. En bref, toujours, vous le savez, le pape François se trouve en Albanie où il a dimanche fustigé l'utilisation de Dieu comme un bouclier par les mouvements fondamentalistes religieux dans un contexte de violence djihadiste au Moyen-Orient et en Afrique et a affirmé qu'on ne peut tuer ou discriminer au nom de la foi. Je vous le disais à l'ouverture de ce journal, nous sommes entre culture et agriculture. Les propriétaires du domaine de vignoble sud-africain de Morgenson veulent relever le pari de jouer de la musique classique pour améliorer la qualité de leur vin. Des haut-parleurs ont ainsi été installés dans le champ de vigne et diffusent en permanence du Vivaldi, musique classique, qui pourrait améliorer la croissance de ces vignes. Roland Jacot. L'expérience date de plusieurs années. De jour comme de nuit, cette plantation de vignes est bercée par des compositions musicales pour vignes et vignerons dans le domaine sud-africain de Morgenson. Dans certaines fermes du pays, la méthode a été utilisée autrement, notamment pour améliorer la productivité des vaches laitières. Mais rien ne prouve que le raisin apprécie les notes du classique. Beaucoup de gens sont sceptiques, ils ne comprennent pas ce qu'on fait et pourquoi on le fait, surtout les voisins. Mais j'ai envie de dire que dans la vie, on ne suit pas tout le temps des méthodes scientifiquement prouvées. On fait certaines choses parce qu'on y croit. Aujourd'hui, ça fait partie de notre vie quotidienne. Il y a 5 ans, les propriétaires du domaine, des passionnés de musique classique, ont lancé l'expérience. 10 haut-parleurs sont placés à intervalles réguliers et diffusent des œuvres de Bach, Wagner et d'autres compositeurs classiques sur 4 des 55 hectares de vignes. Nous n'utilisons que du baroque ou du classique parce que ces musiques ont des rythmes mathématiques. Ces ondes sonores ont un effet positif prouvé sur la nature. D'après le vigneron, le vin produit dans la zone test contient moins d'alcool, car, selon des études, les ondes musicales réguleraient la croissance des vignes. Les amateurs ne ressentiront pas que des arômes de vanille ou de framboise lors de la dégustation, mais aussi des notes de Vivaldi. On pourrait donc dire que la musique adoucit la vigne. La même expérience pourrait être faite dans les bananeraies du Gabon ou les palmeraies de Côte d'Ivoire. Du sport à présent, après la Coupe continentale 2014 qui s'est jouée au Maroc les 13 et 14 septembre dernier. Le prochain défi de l'athlétisme africain est d'abriter sur le continent les championnats du monde. L'idée est née des bons résultats engrangés au cours de la Coupe continentale 2014 qui s'est donc déroulée au Maroc, à Marrakech. Voyons ce reportage de Willy Tonangoy de Bambera. Pour l'Afrique, l'organisation des championnats du monde d'athlétisme, l'un des événements sportifs les plus importants après la Coupe du monde de football et les Jeux olympiques, sera un challenge. L'idée fait son chemin et l'horizon 2021 est déjà envisagé. En novembre prochain, le Conseil de l'IAF, l'instance qui gère l'athlétisme mondial, annoncera le nom de la ville organisatrice des championnats du monde 2019. La question est de savoir qui va se lancer dans la course. Ahmad Kelkaba Malboum, le numéro 1 de
de la Confédération africaine d'athlétisme avance un premier nom, l'Afrique du Sud. Pour des raisons simples, dit-il. Elle va accueillir nos championnats d'Afrique en 2016. Elle a aussi l'ambition, je pense, d'organiser à Durban les Jeux du Commonwealth, une étape vers les Jeux olympiques, peut-être de 2024 ou peut-être de 2028. D'autres pays pourraient présenter leur candidature, c'est le cas du Maroc. Et si c'est le cas, ce duel nous rappellerait bien sûr la lutte pour l'organisation de la Coupe du Monde de football 2010. Le Maroc estime évidemment être le favori. Les discussions vont se poursuivre en coulisses pour dégager une candidature africaine qui sera aussi soumise à la concurrence des villes d'autres continents. Du volleyball pour terminer, fin de la Coupe du Monde dans cette discipline qui se déroulait en Pologne. C'est le pays organisateur qui, pour la deuxième fois, 40 ans après le premier sacre, a remporté le titre de champion du monde de messieurs de volleyball face au Brésil, triple tenant du titre. Michel Zuey. La Pologne a fait chavirer de bonheur tout un peuple en remportant son deuxième titre mondial de volleyball, monsieur, après sa victoire sur le Brésil 3-7-1 dimanche sur son sol à Katowice, 40 ans après le premier. En brisant la suprématie des Oriverdes qui les avaient battus en finale du championnat du monde il y a 8 ans à Tokyo, les Polonais ont fait vibrer leurs fans dans un pays où le volleyball est roi. La victoire de la Pologne a suscité une belle liesse car en plus de 12 000 spectateurs massés dans le Spodek Arena, une autre était à l'extérieur de la salle pour fêter la victoire devant un écran géant. Alors que la Pologne est en or, les Français quant à elles terminent le championnat au pied du podium en occupant la 4e place. Au lendemain de leur défaite en 5-7 face au triple champion du monde brésilien, les Bleus n'ont pas pu résister à l'Allemagne dans le match pour la 3e place. Battus en 3e manche 25-21, 26-24 et enfin 25-23, les hommes de Laurent Tilly n'égalent donc pas la performance de leurs aînés médaillés de bronze 2002. Après un retour fracassant au sommet, 40 ans après son premier sacre planétaire, la Pologne version monsieur reste donc sacré champion du monde de volleyball pour l'année 2014. Fin de cette principale édition de l'information, le rappel des principales manchettes qui l'ont constituée. Plus de 300 000 manifestants ont battu le pavé new-yorkais ce matin à la veille de la réunion sur le climat organisée par Ban Ki-moon en marge de l'Assemblée générale des Nations unies. Ils espéraient 150 000 participants, ils en ont compté le double. La marche pour le climat au cœur de Manhattan a dépassé tous les espoirs des organisateurs. Les élèves nigérians ont repris le chemin de l'école ce lundi après de grandes vacances prolongées pour cause d'Ebola. Mais le syndicat majoritaire de professeurs continue à s'inquiéter des risques de propagation du virus dans les établissements scolaires. Et puis en culture, les vignes sud-africaines désormais bercées par les musiques symphoniques de Vivaldi. Les propriétaires du domaine de Morgenson en ont fait l'expérience. L'objectif est d'améliorer la qualité du vin. C'est en saison sèche que l'on se lie d'amitié avec le piroguier. Je vous laisse méditer ce proverbe africain du peuple Fufulde et je vous dis bonsoir.